Oui, bonjour, Tanguy Lemoine. Je pose une question. Donc merci pour les présentations et les prises de parole. Juste une question sur le diagnostic en fait par rapport à la notion d'échelle euh, et pour se projeter en fait sur les démarches de planification, réfléchir aux marges en fait puisqu'on est entouré de territoires sur lesquels les équilibres sont pas forcément les mêmes. Par exemple pour les terres cultivables ou les terres plutôt en surface en herbe, notamment je pense aux Landes. Euh, Je ne sais pas si on a bien compris la question. Effectivement, ces questions-là, elles se poseront. Là, ce n'est qu'une ébauche, ce qu'on vient de vous proposer. Dans un premier temps, il faut savoir où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Quelle est l'autonomie alimentaire souhaitable et souhaitée par ce territoire sur chaque production. Et en parallèle, regarder si on a les ressources. Il faut une dialectique entre nos besoins, nos ressources. Et effectivement, le territoire Iparaldé est un territoire. On a des ressources à certains endroits qui manquent à d'autres endroits. Sur le territoire de montagne, on sait qu'on ne développera pas certaines productions. On sait que les populations, elles sont plutôt sur la côte. Il y a peut-être des indications. Il faut peut-être développer les productions maraîchères au plus près des populations. On sait qu'il y a certaines poches, ou en tout cas des ressources de terres arables à ces endroits-là. Ces questions-là, il faudra apporter des réponses. Simplement, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, ce n'est qu'un démarrage de la réflexion, ce n'est qu'un démarrage de cette réflexion que le territoire doit tenir. On propose, nous, le scénario after. After parce qu'il a été appliqué sur d'autres endroits. After parce qu'effectivement on prend en compte les enjeux alimentaires, on prend en compte aussi d'autres enjeux, climat, énergie, biodiversité, paysage, etc., etc. Donc dans une vision un peu transversale, on se pose les questions, vers quoi on veut arriver, quelle est l'agriculture souhaitable demain pour pouvoir nourrir les populations. Et à partir de là, nous, ce qu'on propose et ce qu'on a mis sur la table très clairement, c'est pas simplement faire un after, c'est un after plus. Il y avait un petit plus en vert là qui apparaissait dans les flyers. C'est aussi approfondir la chose sur la ressource, à savoir sur le territoire d'Iparaldé, où sont les terres arables, il y en a combien, dans quel secteur géographique, où sont les terres de montagne ou les landes, les fougerets sur lesquels on ne peut rien faire. Voilà, c'est avoir une meilleure connaissance de cette ressource et donc de ses potentialités pour pouvoir développer les productions. Mais là, on est tout à fait d'accord. Cette réflexion-là, il faut la démarrer pour pouvoir aboutir et pour pouvoir la décliner dans les outils stratégiques que sont les PLU et le SCOT. Oui, plus une contribution qu'une question, encore que c'est certainement un peu les deux. D'abord dire que cette présentation faite par Pachi Iriart était très intéressante. Bon, il le dit, c'est une ouverture, c'est un début d'une réflexion qu'il faudra sans doute approfondir. Et d'ailleurs c'est ce qu'il a dit, cette étude de Solagro, il faut la poursuivre after 2050. C'est dans cette perspective que l'on s'inscrit à la communauté d'agglomération. Je dis ça en regardant notre président du schéma de cohérence territoriale Pays Basque Sud-Land, et où il faut effectivement nous inscrire. Alors 2050, ça paraît loin, en réalité c'est après-demain, chacun le sait, et que aujourd'hui il faut qu'on tous on se retrouve. C'est un peu l'esprit d'ailleurs du comité du suivi qui vient d'être lancé, n'est-ce pas Isabelle Pargade, le comité du suivi du PAT, du plan alimentaire territorial, qui sera un des éléments sur lesquels il va falloir également qu'on travaille ensemble. Sans doute que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, c'est ce qui vient d'être dit de manière très claire. Les éléments là sont posés. Et d'ailleurs déjà le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale que nous avons approuvé, nous appelle à une très très grande vigilance. Donc le mot de transition a été appelé, nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes dans une phase de transition. Sans doute qu'il faudra que les uns et les autres, nous, les élus, mais sans doute aussi les acteurs agricoles, aillent dans une espèce
de réflexion qui permettra, d'ailleurs, les chiffres l'ont permis de le voir, on va consommer moins de lait, c'est bien clair. Les gens consommeront moins de viande, c'est déjà clair. Sans doute qu'il faudra davantage de fruits et légumes, vous l'avez dit, c'est tout à fait clair aussi. Donc sans doute il y aura des exploitations, et ceci a été indiqué par Francis Poineau il y a 2 secondes, peut-être envisageront peut-être de s'éloigner de tel type de production pour s'engager par palier peut-être sur certains autres types de production. Il faudra sans doute accompagner tout cela. Nous sommes dans un pacte au fond de transition dans lequel il faudra s'inscrire et que tous les documents de planification sont de la responsabilité de l'AGLO. C'est pour ça que je prends la parole pour vous dire que nous sommes en phase sur ce sujet-là. Tous ces documents de planification qu'on appelle PCAET, on a déjà approuvé, qui est le document ombrelle de ce point de vue. Le schéma de cohérence territoriale dont le PAS, projet stratégique, est actuellement en préparation aussi. Quand jeudi prochain le débat, dit-il, et bien voilà, nous sommes déjà dans cette perspective-là, et donc il faudra bien que l'on se mette d'accord sur tous ces sujets-là, de telle sorte que, bien sûr, la volonté politique et le débat institutionnel soient en phase aussi avec la demande de la société civile. Plus au Pays Basque qu'ailleurs, nous en avons conscience depuis déjà bien longtemps. Voilà, je m'en tiens à cela pour laisser la parole aux autres. Bonjour et merci. Bon, je me levais aussi. Je suis Ludovic Larue, maraîcher sans terre. Devant le tas. Comment dirais-je? Pardon, je vous embête pas. Moi, il y a une chose qui m'embête un petit peu, souvent, c'est l'absence des citoyens dans l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'on nous parle des institutions, on nous parle des agriculteurs, on nous parle des terres, et on nous parle assez peu des citoyens. Et des citoyens acteurs, pas seulement des citoyens consommateurs. Moi, ce que j'observe à grand regret localement, c'est qu'il y a un certain nombre d'initiatives, que ce soit en termes de distribution, mais aussi de production, de gens qui essaient de faire du bon boulot, je pense qu'ils sont sincères, mais qui ne donnent pas accès à l'alimentation saine et locale à tous, parce que tous n'ont pas les moyens d'y accéder. Alors on va me dire, c'est des choix, etc. Dans une certaine mesure sûrement, mais pas seulement. Et quand je parle d'absence des citoyens, il y a même parfois des citoyens, dont je fais partie, qui se servent de forums mis en place par la CAPB au sujet du PAT, qui prévoit donc un comité, alors j'ai pas bien, un observatoire de l'alimentation durable et un comité de suivi du PAT. Et personnellement, j'ai fait acte de candidature pour participer, puisque c'est ce que prévoit la loi en fait. La loi qui encadre le PAT prévoit que tous les acteurs doivent participer à son élaboration, y compris donc les citoyens. Et en faisant ça, j'ai été suivi par 3 autres personnes qui elles aussi sont montrées intéressées et qui ont dit moi aussi je lève le doigt, s'il y a des réunions, je veux bien participer. Et donc tout ça, ça date du 29 août 2020. Et à ce jour, aucune réponse. Le président de l'AGLO nous dit que c'est en cours. Donc c'est en cours sans les citoyens qui ont levé le doigt. Et c'est pour moi symptomatique d'une société qui est divisée entre des institutionnels qui pensent pour nous et qui nous disent faites-nous confiance, tout va bien aller. Un autre point que je trouve limitant dans la présentation qui nous a été faite, mais je comprends que c'est un début et que c'est déjà un magnifique début, c'est que chacun des citoyens présents doit sûrement constater, notamment dans les zones urbaines, qu'il y a beaucoup d'espaces verts. Il y a beaucoup de friches. On ne dirait pas comme ça, mais il y a énormément d'espaces qui peuvent être exploités, qui le sont. Certains, on va dire, officiellement, d'autres un peu plus officieusement, sont des espaces comestibles. Si je prends 2 exemples, l'école Brana sur 400 mètres carrés, là c'est quelque chose d'officiel, c'est piloté par une association. Ça nourrit quelques familles, partiellement, mais ça contribue. On pourrait prendre aussi un projet qui a mis 8 ans à voir le jour, c'est la Pérouille, au nord de Bayonne, sur 1500 mètres carrés, et aujourd'hui il y a, de mémoire, c'est 3 familles qui cultivent une petite parcelle,
et qui contribuent à leur autonomie alimentaire. Et avant ça, on avait fait, je dis on parce que j'en fais partie, mais sur la saison 2020, on avait mis en place une plantation de courges et on avait récolté collectivement environ 3 tonnes de courges qu'on a partagées avec les gens du quartier, etc. On a des jardins ouvriers sur lesquels il y a des listes d'attente phénoménales. On n'a pas accès à ces listes d'attente. Ils cherchent des terres, il y a des terres. Et là encore, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose qui manque. Et alors, c'est peut-être pas tout à fait dans la sphère de compétences de la Borracha Gambara, mais je pense qu'il y a des choses à faire aussi avec les citoyens et par les citoyens, et pas seulement au niveau des agriculteurs. Egunon, ni hegoaldean bizi naiz, eta han nik uste dut hemen ere badela arazo bat, herriak planifikatzen dira, etxeak non egin, planifikatzen dira industrialdeak, industria non paratu, baina ez da finkatzen laborantza non egingo den. Lurroiek ez dira laborantzarako legez estutzen. Beraz, ematen du lurra, laborantzako lurra, lurrean ez dela ezer egina. Industrialdian pabelloi bat egiten delarik, hori egina dago beste 100 urterako. Baina ematen du laborantza lurretan ez dagoela ezer. Eta badago, milaka urtetan sortu den lurra handago, eta ez zaio balorerik ematen horri, eta beraz, hegoaldean laborantzako lurrak liratekenak jartzen dira reserban, frantsesez esango nuke reserve. Hala, egin ahal da han beste edozer gero. Horrela planifikatuko balitz, laborantzako lurra legez babestuko balitz, agian Arbonan gertatzen dena hori ez litzateke gertatuko. Ez dakit horre iparraldean baduzuen legezko laborantza babesik. Ados gira egin duzun oarpenarekin, ez dakit erantzun behar den, legez Frantzian badira klasifikamendu ezberdinak, laborantza delaik edo artifizializatzekoak direlaik AU, badira klasifikatuak dira, plangintzan ze eremu atxikitzen den laborantzako, ze eremu eraikitzeko eta ze eremu artesau eremuentzat, eta bar. Gio egia da, autoak egiten direlarik, ados gira ere jaiteko, nunbait laborantza eremuak eraikitzeko eremu bilakatzen direlarik, kontsideratzen direla pixka bat leku hutsak bezala, nun ez den deus egiten. Eta guk hori aski usu salatzen dugu ere, ez dira leku hutsak. Eta hor badira edo pentseak, edo zerealak, edo beste. Avec les élus. Par contre, il y a des citoyens aussi qui s'organisent et au niveau de la restauration, il y a des formes de restauration qui émergent, qui sont ni commerciales ni collectives. Collectives, j'entends, qui dépendent des collectivités et qui aujourd'hui ont besoin d'un lien fort avec l'agriculture paysanne pour pouvoir planifier des cultures, surtout des cultures végétales. Et là, on rentre dans une dynamique où les citoyens parlent directement avec les paysans. Et les élus, on ira les voir après. Voilà. Merci. Allez, bonjour à tous. Je voudrais donner quelques précisions, apporter quelques précisions donc à vous, monsieur, qui avez tout à l'heure évoqué votre demande qui est restée sans suite. Alors je voudrais pour ça rappeler déjà un petit peu comment a été construit le PAT. Le projet alimentaire territorial, il a été voté en février 2020, donc il est encore tout jeune. Et que la première phase de ce PAT, ça a été décliner les actions qui ont été prévues,
Ce PAT, il se décline en 5 objectifs qui eux-mêmes se déclinent en 15 actions et que la priorité, ça a été bien évidemment cette première année, qui a été d'ailleurs très impactée par la crise que l'on connaît, ça a été de mettre en œuvre les actions, notamment auprès des collectivités territoriales et avec un levier particulier que l'on a qui est la restauration collective. Et il y a également une étude qui a été lancée pour réfléchir à une plateforme logistique pour savoir un petit peu, pour essayer de répondre aux problématiques que peuvent poser pour les agriculteurs la restauration collective. Et donc de nombreuses actions ont été lancées sur la sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les cantines notamment. Et l'étape d'après, c'est ce comité de suivi. Et ce comité de suivi, c'est l'étape 2. Et ce comité de suivi, on vient d'en parler, la semaine dernière, on vient de le constituer en commission agricole. On a également rencontré le conseil de développement et figurez-vous que je suis ravie de voir que vous postulez et vous pourrez évidemment être autour de la table de ce comité de suivi qui est en train de se constituer. Et lorsqu'on a rencontré le conseil de développement la semaine dernière, on leur a même posé la question, et je leur ai posé la question, aidez-nous à trouver des citoyens qui soient intéressés par cette question et qui veuillent rejoindre le comité de suivi du PAT. Donc je suis ravie de savoir qu'aujourd'hui on a déjà au moins un candidat et on aura l'occasion 4, c'est encore mieux. C'est 5 maxi, attention. Et j'en profite également pour poser un sujet qui est important parce que ce scénario after il est effectivement très important et l'un des leviers que l'on peut aussi imaginer, et c'est, je sais si on ne fait pas tout parfaitement à l'agglo, mais donc l'un des leviers que l'on peut imaginer c'est le domaine c'est la Technopole Pays Basque, c'est le domaine de l'innovation, de la recherche, de la formation, et c'est ce qu'on est en train de construire aussi au sein de cette Technopole. Et peut-être que sur le sujet de l'innovation permettra aussi d'apporter quelques réponses sur ces perspectives. Oui. Bonjour à tous, je vais parler au nom du schéma de cohérence territoriale dont je suis le président, donc Marc Bérard, je suis à Bidart. Juste pour rappeler comment se construit ce schéma, puisque effectivement le président l'a dit, on aura un débat très important jeudi prochain, le 28 octobre, qui va être le premier débat sur le plan d'aménagement stratégique et qui va fixer les grandes règles d'aménagement pour l'ensemble du Pays Basque et du Seignanx. C'est pour répondre à la question du monsieur qui se demandait au niveau de l'échelle, si l'échelle ici du Pays Basque Nord était pertinente. Dans le SCOT, on travaille sur 166 communes, il y a 158 communes du Pays Basque et il y a 8 communes du Seignanx. Et effectivement, la réflexion à l'échelle agricole, elle se passe sur ce territoire-là, sans oublier nos voisins du Béarn et des Goaldés. Donc ça veut dire que, suivant les problématiques, effectivement, on est amené à travailler à des échelles différentes et à trouver les bonnes coopérations, à trouver les complémentarités entre tous ces territoires. Pour répondre aussi à la question citoyenne, ce projet d'aménagement stratégique, il fait l'objet de réflexions croisées avec le Conseil de développement du Pays Basque et avec le Conseil de développement des Landes. Ne serait-ce que le Conseil de développement du Pays Basque a organisé 12 ateliers et a mobilisé plus de 300 personnes pour contribuer à ce projet d'aménagement stratégique. Donc rien ne se fera dans ce pays sans les citoyens. Ça c'est sûr et certain, parce que le meilleur projet qui va sortir, c'est celui qui sera partagé par tous. Et le SCOT, en tout cas dans son domaine, va s'y employer avec cette concertation permanente. Donc on a été à des séminaires au Conseil de développement. Le Conseil de développement est venu à des séminaires au niveau évidemment du SCOT, et tout le long de la démarche, puisqu'elle va être longue, elle va être sur 3 ans. On a une étape essentielle qui est cette philosophie du document qui va être donc discutée jeudi prochain. Ensuite, l'année suivante, c'est-à-dire en 2022, on aura le document d'orientation et d'objectifs qui va fixer les règles. Et l'année suivante encore, 2023, on aura l'arrêt du document pour une approbation en 2024. En sachant que c'était un calendrier très volontariste, puisque les documents de cette importance, vous en doutez, d'habitude, il faut presque un mandat, il faut 6 ans pour les construire. On va essayer de les construire en 3 ans parce que l'urgence est là. Merci. Oui, bonjour. On parle beaucoup effectivement donc, du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, et puis du PLUI. Je pense qu'on est dans l'urgence, et le schéma de cohérence territoriale, c'est des projections sur 20 ans. Donc les premiers datent des années 2000,
On a déjà démarré le SCOT, c'était du temps de Madame Ayou-Marie, et issu donc de la loi SRU. Aujourd'hui, je pense qu'il y a urgence, puisque, à mon avis, les SCOT élaborés ces dernières années n'ont pas, je dirais, donné ce qu'il aurait dû donner, puisque aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est quelque part, je pense qu'on s'est loupé. On s'est loupé quelque part. Donc, il y a urgence, et vous, aujourd'hui, par rapport aux interventions et tout ça, et le premier intervenant de l'Oursaï Diad a dit qu'il faudrait peut-être imaginer de nouveaux, Trejna Beribatsu, il a dit. Et pensez-vous, qu'attendez-vous, vous, du SCOT et du PLUI, sachant que jusqu'à présent, je pense qu'on s'est loupé. Vaste question. Évidemment, on est inquiet aussi du décalage peut-être qu'il peut y avoir entre une réflexion à long terme à l'échelle d'un schéma de cohérence et le fait qu'en parallèle les PLUI, les PLU avancent, que certains éléments de planification et certaines décisions seront prises peut-être en imaginant une certaine cohérence avec le futur schéma de cohérence, et peut-être pas du tout. Et on est confronté, c'est sûr, au quotidien à des situations où certains PLU qui sont en phase d'être votés ou d'autres qui viennent d'être votés récemment, il y a 1 an, 2 ans, consacrent beaucoup de terres à l'artificialisation. Et ça revient à ce qu'on disait précédemment. Quand le choix de l'artificialisation se fait sur une commune, il se fait souvent en allant chercher le plus plat, le plus près de la route, le plus joli, et forcément en grande concurrence avec la parcelle agricole qui pourrait faire l'objet, ou qui pourrait devenir une terre nourricière. On a des exemples en tête qui sont destructeurs de terres agricoles, qui sont destructeurs de paysages, et malgré tout qui ont été validés et qui ont été votés. Et c'est pour ça on l'a souvent dit aussi entre nous publiquement, mais aussi quand on se parle très franchement avec les élus de l'agglomération, on est parfois dans une relation un peu schizophrénique, où on a besoin du soutien massif des élus pour protéger la terre agricole, et où on est à d'autres moments aussi en procès contre eux, parce que on estime qu'à certains endroits certaines terres sont artificialisées, et ce n'est pas inacceptable, et ça nous fait mal aux tripes, et on ne peut pas ne pas réagir. Oui, bonjour. Martine Boucher du Conseil de développement, là, qui a été nommée 2-3 fois là, dans les réponses. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Conseil de développement, de manière historique, en fait, regroupe justement les citoyens qui se sont organisés, donc la société civile organisée, plus quelques citoyens. Et donc on a mené beaucoup de débats à l'intérieur du SCOT. On voudrait là juste appuyer effectivement l'urgence que tu viens de décrire, Maryse, au sens qu'il y a des documents de planification qui sont en train de s'élaborer. Et dans tous nos débats, en fait, on souligne aussi cette urgence de ne pas se louper sur l'application concrète des grandes idées qui sont émises, notamment au travers des PLU, qui vont être la concrétisation de ces grands schémas. Et donc, je pense qu'effectivement, là, il y a un message un peu politique qu'il faut en fait vraiment rapidement appliquer les schémas directeurs qui ont été votés ou qui sont en train d'être discutés, de ne pas surtout pas attendre la version 2 qui interviendra trop tard en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il nous semble que l'étude AFTER, dont on a les prémices là dans la présentation de Pachi, nous semble être un élément qu'il faudrait mettre assez rapidement en place pour se donner les moyens du pilotage, notamment au travers du SCOT,
parce qu'on manque actuellement de données. On manque de données pour savoir où sont les bonnes terres arables, où est-ce que les hectares de terre arable qu'il faudrait vraiment protéger, où sont-ils exactement. Et donc ce genre d'outils de pilotage dont After avec la présentation que Pachi nous a faite, il nous semble qu'il faudrait rapidement en fait, le mettre en place. Que répondent les élus à ces trois remarques? Oui, Bruno Carrère, donc je suis à l'agglo chargé de la planification. Donc, pour résumer de ce PLU, PLUI, alors il y a beaucoup de sigles qui ont été annoncés par tout le monde, pour ceux qui sont un peu au fait, mais très schématiquement pour rappeler que le SCOT, dont a parlé Marco Bérard, donne les grandes orientations à l'échelle du territoire, et les PLUI vont donner ensuite ce qui a été rappelé aussi tout à l'heure, c'est grosso modo les zonages, l'utilisation du sol qu'on peut faire. Alors donc pour rassurer, alors je ne sais pas si ça rassure, mais en tout cas pour dire que cette agglomération a lancé des opérations qui sont tout à fait synchronisées dans le temps et qui permettront d'avoir des réflexions à l'échelle du territoire. On a le SCOT qui va donner son premier débat, le plan d'aménagement stratégique très rapidement. Les PLUI, 3 PLUI ont été lancés à l'échelle du Pays Basque intérieur, sachant que les 2 suivants qui couvrent le labour seront lancés en 2023. Donc on a des démarches dans le temps tout à fait cohérentes, le PCAET, le PAT, les SCOT qui ont un temps d'avance sur les PLUI qui viennent de démarrer. On vient de signer la semaine dernière les diagnostics agricoles aux intervenants agricoles. Donc voilà, donc la communauté d'agglomération a aussi été faite pour avoir des réflexions sur le foncier à l'échelle de tout le territoire. Mais évidemment, il est nécessaire par rapport à la réflexion de monsieur que les choses se fassent à la fois de façon synchronisée dans le temps et organisée sur le territoire. Donc là, on est sur l'échelle du Pays Basque avec des documents de planification qui ont démarré l'an dernier, sachant que je rappelle la communauté date uniquement de début 2017. Juste pour compléter, pour pas refaire l'histoire, hein, mais pour que vous compreniez ce qui s'est passé, il y a eu des erreurs dans le passé, elles sont dues à des calendriers. Bruno l'a rappelé, c'est la première fois dans l'histoire administrative que tous les documents démarrent en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Il y a eu un SCOT qui concernait Bayonne-Sudland et qui concernait uniquement 48 communes. Il a été voté en 2014 et déjà à l'époque, il prévoyait la diminution par 2 de la consommation agricole. Il y avait 150 hectares qui étaient consommés, de la consommation foncière pour préserver justement l'espace agricole. Donc 150 hectares qui étaient consommés, on était passé à 46 hectares. Donc on avait beaucoup insisté là-dessus. Dans le débat avec les élus, finalement le chiffre qui avait été retenu c'était 70 hectares possibles de consommation, alors que dans le temps c'était des 150 hectares. Mais ça ne concernait que 48 communes. Et il y avait un deuxième SCOT qui était le SCOT de Sud Pays Basque qui concernait 12 communes, mais lui qui date de 2005. Vous voyez un peu la différence d'époque. Donc forcément, avec des documents datés de cette échelle de temps et avec des PLU derrière qui venaient faire des modifications régulières, on était à chaque fois, et le terme a été employé, et il est fort juste, on était devenu complètement schizophrène. On professait un certain nombre d'objectifs qui ne se retrouvaient pas dans les PLU. Des PLU qui concernaient chaque commune. Là, la grande nouveauté dans notre histoire administrative sur l'occupation du droit des sols, c'est qu'on va avoir maintenant des PLUI. C'est-à-dire qu'on va raisonner à l'échelle de grands bassins de vie. Et ces PLUI devront être calés sur le SCOT qui est nouvellement approuvé. Quand je vous ai dit 48 communes et 12 communes, vous avez fait le compte, ça fait 60 communes. Sur le SCOT, il y a 166 communes. Ça veut dire qu'il y avait 106 communes du Pays Basque qui n'avaient pas de SCOT. Donc qui n'avaient pas de règles. Donc c'est très compliqué, quand on vient d'une histoire comme ça, si morcelée, de refaire le puzzle. C'est ce qui se passe en ce moment, et Bruno l'a dit, ça date juste de 2017. Si on a lancé ces procédures-là, c'est parce qu'il y a eu effectivement la réunion de toutes ces intercommunalités et que maintenant les procédures vont se faire à cette échelle-là, avec un pas de temps qui est effectivement toujours trop long par rapport à l'urgence, mais avec déjà des signes très forts qui peuvent être donnés dès maintenant. Et Martine l'a dit, ce qu'il faudra, c'était objectiver
tout ce qu'on va faire et évaluer au coup par coup, c'est-à-dire chaque année, voir la conséquence des décisions qu'on prend pour pouvoir corriger le tir. Et ça, on va essayer d'employer parce qu'on compte bien travailler avec la vigilance, évidemment, du Conseil de développement du Pays Basque et celui des Landes, à ce que ce qu'on a décidé se retrouve dans les faits ou corriger le tir si c'est pas fait. Donc c'est ce travail collectif qui nous attend maintenant. Bonjour à tous. Une affaire directement liée, qu'on peut lier entre la terre et les élus ici présents. Je profite évidemment qu'ils soient là pour poser une question qui nous pend au nez là depuis des années et qui revient régulièrement. C'est l'histoire de la LGV. Vous serez sûrement appelé à réfléchir et à voter un budget, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, pour un projet de LGV qui ne nous concerne pas. J'espère pour vous et pour nous que vous allez vous retenir de voter et que vous n'allez pas mettre un centime pour ce projet inutile et désastreux, puisque on va être directement concernés, nous les paysans, puisque vous voulez réfléchir comme nous à 2050. C'est le moment aussi de réfléchir à ça. Et cet argent-là, puisque des millions on peut en trouver, vous pourriez éventuellement se servir de cet argent pour aider des jeunes paysans à s'installer et à maintenir, pourquoi pas, cette exploitation et cette maison ici et ces terres, puisque 1 million d'euros, ça ne doit pas poser un gros problème pour l'agglo, c'est de l'argent de tout le monde et comme on peut distribuer largement à gauche et à droite. Mademoiselle Pargade, je ne sais pas si vous rigolez pour ce que je dis, mais si vous voulez qu'on rigole, on peut rigoler tous ensemble. Et parce que moi j'ai des histoires à raconter pour toute la journée si vous voulez. Donc si vous voulez répondre à ma question et de suite dire que vous n'allez pas mettre un centime à l'agglo, Monsieur Tchigaray, vous serez le bienvenu, évidemment. Vous avez entendu, mais je ne vous ai pas vu, mais j'ai compris la question. Devant le bas. Alors, moi je suis un adepte du débat, vous comprenez? Bon, vous m'interpellez, je comprends, je me lève pour vous répondre. Moi je suis maire d'une ville qui n'est qu'une des 158 villes ou communes du Pays Basque. J'ai demandé à ce qu'un débat se tienne. Il va se tenir le 6 novembre, au matin. On vient d'adresser les invitations à l'ensemble des maires du Pays Basque, c'était hier soir. Et ces 158 maires du Pays Basque vont se réunir pour parler de ce sujet. J'ai demandé au président Rousset de venir participer à cette réunion, de débat. Et j'ai demandé aussi au préfet Guyot. Le préfet Guyot, c'est le préfet de la région Occitanie, mais qui a été nommé par le Premier ministre comme coordinateur pour le GPSO, de venir également. Donc il y aura 2 personnes qui interviendront pour présenter leur projet, et je trouve que c'est normal. Nous sommes dans un territoire où la démocratie doit fonctionner, et où ceux qui ont des projets doivent pouvoir les exposer. Ils me l'ont présenté déjà à moi, lorsqu'ils m'ont invité, convoqué, invité, je ne sais pas trop, en tout cas où je suis allé à Bordeaux pour prendre connaissance de ce qui est au fond quelque chose qui ressurgit comme un geyser, un nouveau truc, alors que la Cour des comptes, vous le savez, était intervenue pour dire tout le mal qu'elle pensait de ce projet, que les juridictions administratives avaient annulé la DUP, et puis suite à un arrêt du Conseil d'État qui vient en quelque sorte nous donner une nouvelle vitalité à ce projet, nous voilà donc avec un Premier ministre qui considère que ce projet pourrait être intéressant, nous voilà à nouveau sur la table avec donc ce projet de LGV. Un président de la région qui est particulièrement actif sur ce sujet, et un certain nombre de départements concernés sur la région Nouvelle-Aquitaine
parce que tous les présidents des départements ont participé à la réunion à laquelle j'étais sur l'invitation du président Rousset et de la préfète de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a pris connaissance de tout ça et j'ai pu me rendre compte qu'il y avait loin du consensus. Alors, il y a deux étapes loin d'un consensus. D'une part, sur la pertinence de faut-il une nouvelle ligne. Je ne parle pas que du Pays Basque, je parle de tout là, hein, à partir de Bordeaux et jusqu'à direction de Toulouse et également de l'Espagne. Est-il nécessaire d'avoir effectivement et de réfléchir à nouveau sur la nécessité d'une nouvelle ligne? Et la deuxième question, qu'on pose d'ailleurs, qu'ils ont posée en même temps que la première, est-ce que vous allez participer au tour de table? Autrement dit, est-ce que vous allez payer? Alors, petit retour en arrière. L'ancienne agglo Côte-Basque-Adour, et elle seule, l'ancienne agglo Côte-Basque-Adour avait été déjà impactée par une demande de financement pour le Tour Bordeaux. Je ne sais pas si... j'espère que je suis clair, hein, parce que le projet c'est assez complexe, mais bon. Sur le Tour Bordeaux, déjà, la communauté d'agglomération, tout comme le département des Pyrénées-Atlantiques, tout comme d'ailleurs l'agglomération de Pau, avait été appelée au financement du Tour Bordeaux. L'ancienne agglomération Côte-Basque-Adour a financé près de 23 millions d'euros. Voilà. Nous avons, nous, contesté l'exigibilité de cette somme. Autrement dit, on est déjà un petit peu des victimes de l'affaire, du temps où c'est la SNCF qui avait pris l'initiative de l'opération. Là, aujourd'hui, la SNCF n'est pas au premier rang. La SNCF n'est pas dans le tour de table. D'ailleurs, pas d'avantage pour le financement. La SNCF ne paierait rien. Et les collectivités territoriales seraient recherchées, que ce soit la région, bien entendu, mais aussi toutes les autres collectivités pour le financement de ça, à des hauteurs qui sont insolentes. C'est-à-dire que c'est même pas la peine, vous dites pas un centime, éventuellement c'est pas un centime, mais c'est certainement pas les sommes qui sont avancées, qui sont complètement délirantes. Mais la question principale, c'est le principe, voulons-nous une LGV? Voilà. Bon, donc il n'y a pas une question, pour moi il y en a deux. Il y a un préalable, c'est ce que j'ai dit au président Rousset lorsque je me suis déplacé, je l'ai déclaré à la presse également, il demandait une lettre d'intention. Alors j'ai dit, écoutez, pour ce qui me concerne, vous n'aurez pas de lettre d'intention. Par contre, il y a pas mal de collectivités qui étaient prêtes à faire une lettre d'intention en même temps en disant on paie zéro. Alors vous savez, une lettre d'intention pour dire je veux bien du truc, bon, c'était plus... dans la partie toulousaine, dans la partie également girondine, mais enfin, bon, pour ce qui nous concerne, la question préalable, je termine là-dessus, et ce sera l'objet de la conférence des maires qui va se tenir le 6 novembre à Bayonne, à la Cité des Arts, en présence du président Rousset et du préfet Guyot. Eh bien, la question qui sera posée, voulons-nous, oui ou non, une nouvelle ligne de grande vitesse? Pour moi, c'est le préalable. Alors, j'ai un avis personnel sur le sujet. Vous me permettrez de garder cet avis. Je suis président d'une assemblée et ce que je dois faire moi, c'est avant tout permettre l'expression démocratique. Voilà. Un président de région a bien le droit de venir à Bayonne présenter un projet dont il est convaincu. Voilà. Nous avons aussi le droit de nous réunir et de faire un espèce de préalable. Alors, je vois que d'autres institutions, et je ne sais pas lesquelles, lancent déjà des motions et autres trucs. Moi, je ne vais rien faire sans que tous les maires soient autour de la table. Je sais quelle est la tendance générale qui se dessine, mais je ne vous dirai pas quelle elle est. Et j'ai une conviction personnelle que je ferai connaître le moment venu, conviction dont j'ai fait déjà part au président Rousset. Voilà, il y a Alain Riard qui veut dire un mot supplémentaire. Alors, en complément de ce qu'a dit le président, qui, je pense, avec un avis unanime de l'exécutif, a décidé d'organiser ce débat. Et c'était le préalable très important pour que le territoire puisse discuter et débattre de cette proposition qui nous est refaite. Je peux vous dire, et donc là, moi je ne suis pas président de l'agglomération, je pense que le président et l'agglomération ont un rôle à jouer important, en tant qu'élu de ma commune, pour avoir pris des positions très importantes par le passé, que ce soit à Saint-Pierre-du-Rug, au conseil départemental, à Nivadour. On a un certain nombre d'élus qui participeront à ce débat. Nous avons
nous avons souscrit à ce débat-là et nous dirons ce que nous pensons, tout le mal que nous pensons de cette affaire. Donc il y a un certain nombre de communes qui sont ici mobilisées, je ne vais pas les citer, mais Ustaritz, Urugne, Mouguer, Saint-Pierre-du-Rube, Larence. Voilà, nous prendrons part au débat, soyez rassurés. Bien, on va clore ce débat. C'est bon? Pour clore ce débat, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux différentes propositions qui ont été faites, remarques du public. Ce qui a été mis en avant, souvent, c'est le rôle, effectivement, des citoyens qui devraient être plus partie prenante, effectivement, par rapport à ce qui les concerne, puisque ça concerne tous l'alimentation. Nous, en tant que Laborança Gambara, vous pouvez compter sur nous, sur apporter nos compétences et nos soutiens, par exemple, sur des contrats, au niveau, par exemple, les gens de l'Interamap participent aux travaux de la Laborança Gambara. S'il y a des propositions d'accompagner des besoins de citoyens par rapport à des contacts avec des paysans, nous serons là. Nous tenons aussi à ce que le cadre institutionnel, on soit présent pour peser sur les orientations et dire quel type d'agriculture il faut et quels sont les besoins. Et pour nous, les cadres de contractualisation privée et les cadres publics ne sont pas forcément incompatibles. Il faut qu'ils aillent dans la même direction. Et nous, dans ces sens-là, on s'exprimera très clairement pour accompagner l'agriculture paysanne qui correspond bien aux attentes à la fois des paysans de préserver l'environnement et de répondre aux attentes des citoyens. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à terme, sur ce territoire, on mette en place un office public de l'agriculture et de l'alimentation où tout le monde sera représenté, à la fois le monde paysan, le monde associatif et les citoyens, les consommateurs et les élus. Et c'est ensemble qu'on doit définir ces orientations qui seront bonnes pour notre territoire et essayer d'accompagner un avenir meilleur. Je vous remercie et je vous invite à poursuivre le débat à la buvette. Et n'oubliez pas de prendre les casques au point où vous les avez pris, à savoir payer, on lève la main là.